Capsule théorique, chimie secondaire 5, la relation volume-température. Alors, pour parler de la relation volume-température, on doit introduire une nouvelle échelle pour mesurer la température. Comme on l'a déjà vu, là, il existe les degrés Fahrenheit qu'on utilise là, pour mesurer la température d'un four ou d'une piscine. Il existe aussi les degrés Celsius qu'on utilise d'habitude là, pour les températures extérieures ou nos laboratoires en sciences. Sauf que les deux échelles ont un problème, c'est que dans les deux cas, il y a une partie qui est négative. Parce qu'on peut avoir une température de moins 10 degrés Celsius et aussi on peut avoir une température de 0. Et là, quand on fait des calculs avec 0, ben, comme c'est l'élément absorbant de la multiplication, ben, on va se ramasser avec un nombre 0. Fait que 0 degrés Celsius n'a pas d'impact normalement sur l'énergie cinétique. L'énergie cinétique n'est pas nulle à 0 degrés Celsius, c'est juste le point de congélation de l'eau. Alors, pour remédier à ça, les scientifiques ont découvert, là, dans les années 1700, ont décidé d'élaborer une nouvelle échelle de température qu'on va appeler le Kelvin. Et là, le Kelvin, remarquez, là, il n'y a pas de symbole de degré parce que c'est une échelle absolue. Comment ça fonctionne, l'échelle des Kelvin? Ben, c'est très simple. On s'est dit, c'est quoi la température la plus froide qu'on peut avoir dans l'univers? Et cette température-là est moins 273,15 degrés Celsius. Ça, c'est ce qu'on avait appris là, en secondaire 1. Alors, on s'est dit, bon, ben, c'est pas compliqué, ça, c'est 0 Kelvin. Et on peut monter jusqu'à l'infini. Donc, un saut de 1 Kelvin, c'est la même chose qu'un saut de 1 degré Celsius. Alors, comment on fait pour convertir? Bien, si je veux avoir ma température en Kelvin, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est prendre ma température en degrés Celsius et y additionner 273. Et à ce moment-là, je suis capable de passer de 1 à l'autre. Alors, si je veux savoir en Kelvin, c'est quoi la température de congélation de l'eau, ben, je prends 0 plus 273. Ça va me donner une température de 273 Kelvin. Alors, à 273 Kelvin, ben, l'eau gèle. Fait que si je veux savoir à quelle température l'eau bouille, ben là, j'ai juste à rajouter plus 100. Donc, l'eau bouille à 373 Kelvin. Et 25 degrés Celsius ou 20 degrés Celsius, qu'est-ce que ça donne? Ben, on aurait juste à additionner. Ce qui veut dire que si je vais additionner 20 degrés Celsius, ben, ça serait 293 Kelvin. Alors, ça, c'est à petit peu près ça. Et si je veux savoir TPA, on avait parlé de TPA dans l'autre capsule, donc température, pression ambiante. Je veux savoir ma température en Kelvin et non pas en degrés Celsius, ben, c'est 25 degrés. Avec 25 degrés, c'est 298 Kelvin. Alors ça, c'est l'échelle qu'on va utiliser pour parler de température. De cette façon-là aussi, on enlève tout ce qui est rapport avec les nombres négatifs. Fait qu'on ne vient pas changer le signe de la réponse lorsqu'on utilise la mesure de température sous zéro. Maintenant, si on définit la relation volume-température en utilisant la théorie cinétique des gaz, ben, on se rend compte que normalement, si j'ai un volume défini, j'ai un certain nombre de particules à l'intérieur qui font des collisions avec la paroi. On doit considérer que N et P sont constants. Ça veut dire que je ne change pas la quantité de particules et je n'augmente pas la quantité de collisions qu'il va y avoir, la somme des collisions. Ce que je fais, c'est que j'augmente la vitesse. Dans le fond, je veux augmenter la vitesse de déplacement des particules. Fait que si j'augmente la température, mais que je n'augmente pas les collisions, ben, il va falloir que mon espace soit plus grand. Parce que j'ai toujours le même nombre de particules, mais il ne frappe pas plus souvent les bords. Fait que parce qu'il ne frappe pas plus souvent les bords, ben, il faut que mon espace soit plus grand. Fait que ce qui va arriver, c'est que si je veux garder une pression constante, il faut que j'augmente le volume. Fait que si T augmente, ben, ça implique que V augmente. Alors, la théorie cinétique des gaz nous dit que si je veux pas avoir plus de collisions, mais je fais aller mes particules plus vite, ben, il faut que j'augmente l'espace. Fait que si j'augmente l'espace, il va y avoir moins de collisions à ce moment-là. Alors, la relation pression-volume s'appelle la loi de Charles.
Donc, la loi de Charles, qui est le physicien qui a découvert ça dans les années 1780 environ. Donc, il a découvert cette loi-là qui dit que, dans le fond, le volume est égal à une constante qu'on va dire K multipliée par la température. Alors, c'est une relation qui est directement proportionnelle. Fait que si je mettais ça dans un graphique, ben, ça donnerait quelque chose comme ça. K étant la pente, dans le fond, ici, ça, ce serait volume, ça serait température, et K, c'est ma pente de ma droite. Alors, on peut aussi dire que si V divisé par T va être égal à une constante, qui est la constante K dans cet exemple-là. Comment on peut écrire la loi aussi en fonction de deux états différents? Ben, je vais avoir V1 sur T1 qui va être égal à V2 sur T2. Alors ça, c'est la loi de Charles. Autrement dit, mon volume 1 divisé par ma température 1 va donner le même rapport que mon volume 2 divisé par la température 2. Alors, si on fait un exemple, juste pour mettre en application cette loi-là. Alors, l'exemple, c'est une seringue contient 75 ml de gaz à TPA. Donc, TPA, on se souvient, c'est température, pression ambiante, ce qui veut dire 101,3 kPa et 25 degrés Celsius. Quel sera le volume si on chauffe le gaz à 50 degrés en gardant N et P constants? Alors, dans ce cas-là, je vais prendre la loi de Charles qui dit V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. Moi, je cherche V2 à ce moment-là. Alors, si j'isole, je vais avoir V2 qui est égal à V1 T2 sur T1. Et là, dans le fond, j'ai juste à remplacer mes valeurs. Sauf que, il ne faut pas que j'oublie que je dois travailler en Kelvin. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, je dois convertir mes températures en Kelvin. Alors, T1, je vais l'écrire ici. T1, c'est la température ambiante. Alors, c'est 25 degrés Celsius. Il faut que je fasse plus 273 pour avoir une température en Kelvin qui va faire 298 Kelvin. Et T2, qui est égal à 50 degrés Celsius, il faut que je fasse plus 273 pour avoir ma température en Kelvin, qui est 323 Kelvin. Et là, je peux appliquer ma formule à ce moment-là. V1, 75 ml, fois T2, qui est 323 Kelvin, divisé par 298 Kelvin. Et là, mon volume 2 va être égal à 81,3 millilitres de gaz. Alors, là, les unités fit, on voulait un volume, donc j'ai des millilitres. Alors, j'obtiens 81,3 millilitres de gaz. Alors, si on fait un rappel de ce qu'on a vu, on a parlé des Celsius et des Kelvin. Alors, pour convertir des Celsius en Kelvin, il faut prendre les degrés Celsius puis leur additionner 273. Ça va me donner une température en Kelvin. On a parlé de la loi de Charles. Donc, la loi de Charles qui nous disait que V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. Comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, c'est que la température et le volume, c'est une relation qui est directement proportionnelle. C'est-à-dire que je peux calculer le volume en multipliant une constante par la température, ce qui va me donner un graphique dans ce style-là. Je peux aussi me parler de la théorie cinétique des gaz qui dit que si je veux conserver le même nombre de collisions avec le même nombre de particules, si je ne veux pas que ça touche plus les parois si j'augmente la vitesse, ben j'aurai pas le choix d'augmenter le volume, sinon les nombres de collisions vont augmenter. Alors on pourrait avoir un petit objet comme ça ici, où est-ce que j'ai des collisions. Si j'augmente la vitesse est plus grande, ben je vais augmenter le volume. Fait que même si ma vitesse est plus grande à ce moment-là, ben, il n'y aura pas plus de collisions. Alors, c'était la relation volume-température.